Éric Piolle, bonjour. Bonjour. Vous êtes le seul maire Europe Écologie Les Verts d'une grande ville. Vous publiez Grandir ensemble, les villes réveillent l'espoir. Nous verrons comment les villes réveillent l'espoir. Mais regardons ensemble. Vous êtes maire de Grenoble, vous regardez la situation internationale, évidemment. La situation dans le nord-est de la Syrie, les Kurdes demandent à la France de s'engager militairement à leur côté. Est-ce que nous devons aller nous engager militairement sur le terrain, même si des forces spéciales sont là-bas, mais est-ce que nous devons faire plus militairement ? Militairement, le côté militaire, c'est quand la diplomatie a échoué. Et je crois que là, nous devons marquer effectivement notre soutien fort au peuple kurde sur lequel nous sommes appuyés. Comment ? Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Aussi en amenant des moyens logistiques pour eux. Et il y a des expériences d'ailleurs municipalistes dans ce peuple kurde là qui sont extrêmement intéressantes. Il y a vraiment des questions de développement local. Crier son soutien. Oui, ce qui est déjà important. Ce qui est déjà important sur la scène internationale. La diplomatie est affaire de réalité. Mais après, effectivement, la diplomatie est affaire de réalité. Donc, et on a vu dans les expériences militaires un peu partout que on n'y arrive pas forcément. Pas de soldats français supplémentaires dans la région. En tout cas, je ne sais pas, c'est à discuter tout de suite. Mais en tout cas, je crois que les voies diplomatiques, la pression diplomatique doit être enclenchée et montée d'un ton. Oui. On a montré avec la Turquie qu'on savait discuter quand même auparavant. Bon, il y a eu un salut militaire des joueurs turcs hier soir. Vous avez regardé le match ? Oui, non, j'ai pas regardé le match, mais effectivement, je l'ai vu sur les deux derniers matchs. Là, ce salut militaire est assez glaçant. Glaçant, des sanctions. On verra ce que dit l'UEFA. Parlons du climat. Nicolas Hulot, dans Le Parisien ce matin, nous dit le climat réclame un effort de guerre. Tiens, encore le mot guerre qui est employé d'ailleurs partout maintenant. On emploie le mot guerre c'est vrai, à tout propos. Mais vraiment, le climat réclame un effort de guerre ? Je crois que c'est la taille de l'enjeu, c'est celle-là. Après, la façon de faire, je crois que c'est plutôt en allant rechercher une authenticité de vie que nous arriverons à transformer nos modes de vie, à redéfinir nos conditions d'existence pour faire avancer la justice sociale et la justice environnementale. Donc oui, la taille de l'enjeu, je crois que c'est bien posé par Nicolas Hulot. Effectivement, il nous faut une mobilisation à la hauteur de ce que nous avons su faire dans l'histoire. On a tous en tête les États-Unis qui arrêtent de faire des avions, des voitures pour faire des avions. Évidemment, on a tous, parce que ça nous montre que l'humanité a la capacité de faire ça. Donc ce rapport est intéressant. Après, ce qui va nous permettre d'avancer, je crois que ce n'est pas la peur, qui est aussi un vecteur de l'action en temps de guerre, c'est plutôt une certaine joie, un certain enthousiasme, parce que nous voulons redéfinir nos conditions de vie pour la justice sociale, pour la justice environnementale, juste pour notre santé, notre alimentation, des choses qui ont du sens pour nous tous et dans lesquelles nous sommes prêts et prêtes à nous engager. Est-ce que la justice environnementale est compatible avec l'économie de marché ? Avec l'économie de marché, oui, l'économie de marché, ça veut juste dire que tout n'est pas public. Avec la production. Avec le capitalisme et l'ultralibéralisme, non. Mais avec le capitalisme, non. Ça passe pas. Toute cette financiarisation de l'économie, en fait, on a inversé les choses. On dit que comme si nous étions tous finalement des homo economicus et que la seule chose qui était importante pour nous, c'est que l'économie fonctionne bien. Non, l'économie n'est que une des activités humaines importantes, mais qui doit avoir autant de sens que nos activités le capitalisme, ce n'est pas que la finance. Il grignote. Le capitalisme financier tel qu'on le voit là, on voit comment il avance. On voit comment les multinationales à Grenoble, j'imagine, qui font du profit. Mais c'est autre chose. Est-ce que le profit est compatible avec la défense de l'environnement ? Le profit n'est pas incompatible avec la défense de l'environnement. La question c'est comment on partage ce profit, quel est son objectif, quel est son degré, etc. Par contre, le capitalisme financier tel qu'il avance aujourd'hui, on le voit, il avance avec les multinationales qui veulent imposer des tribunaux aux États pour continuer à avancer leurs pions. Les traités de libre-échange, tout cela n'est pas compatible. On ne peut pas continuer à mettre notre agriculture sous pression avec les traités comme le CETA. Est-ce que vous faites comme Extinction Rébellion, vous prenez la désobéissance civile ? C'est pas le sens de mon engagement. Moi, je me suis engagé dans le public. Je vous pose la question. J'ai travaillé 18 ans dans l'industrie. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse prôner la désobéissance civile ? Je le comprends, oui, je le comprends, parce que c'est un mode d'action qui peut être intéressant. Mais le sens de mon engagement à moi, c'est d'aller transformer le système de l'intérieur, d'aller proposer finalement une action publique qui permette à chacun de garantir des sécurités au quotidien pour sa mobilité, son alimentation,
sa santé, qui permettent de chérir les biens communs, l'eau, l'énergie, les terres, ça c'est fondamental, et puis qui nourrissent notre désir de sens, qui nourrissent notre désir d'authenticité. Vous êtes maire de Grenoble, vous allez vous représenter au mois de mars prochain. Dernier mandat ? Ah, c'est sûr que oui, je ne fais Dernier pas, mandat. Je ne fais pas Non. plus de mandats. Je crois que je m'étais engagé. D'abord, non cumul en même temps, et donc j'avais démissionné de mon mandat de conseiller régional. Oui. Et effectivement, pas plus de mandat municipal. Toujours ça me semble important. favorable au droit de vote à partir de 16 ans ? Oui, droit de vote à partir de 16 ans. À Grenoble, nous avons mis en place tous nos dispositifs sont ouverts aux plus de 16 ans et sont également ouverts à tous les résidents, quel que soit leur statut. Et des étrangers en situation régulière ? Tout à fait. Non, à Grenoble même. Il suffit d'être résident. Donc, il suffit d'être résident, en situation régulière ou pas ? Tout à fait. C'est-à-dire que j'habite Grenoble, je suis sans papier, je peux voter. Si vous avez une adresse à Grenoble, vous pouvez voter. Je peux aller voter ? Oui. Vous aimeriez que ça soit étendu à toute la France ? En tout cas, c'est notre expérience municipale. Parce que pour les villes, c'est ce que nous avons dit dans la tribune avec des maires de toutes couleurs politiques. De toute façon, les exilés sont là et pour nous, ce sont des habitants. Ils sont là, ce sont des habitants. Et ils sont des contributeurs aussi de la communauté. Ils peuvent faire avancer les choses. Et à Grenoble particulièrement, nous avons ce goût, cette histoire. Notre ville a été faite aussi par contributeurs où ils reçoivent des aides. Oui, enfin la balance, vous savez que à chaque fois qu'on pèse, on voit qu'ils sont plus contributeurs que ce qu'ils reçoivent d'aide. Bien. Vous avez vu cette polémique relancée à propos du voile ou du foulard ? Vous avez vu ça ? Une femme voilée peut se présenter sur une liste électorale et garder son voile ou son foulard lors d'un conseil municipal. C'est le cas à Grenoble ? Il y a des femmes voilées. C'est la loi. Il y en a pas là. Il y en a pas. Mais c'est le cas partout en France. Oui. Vous avez vu que les défenseurs de la laïcité se retrouvent partout, à droite comme à gauche. Je crois surtout que là, le gouvernement est dans une cacophonie terrible sur le sujet. Cacophonie terrible. Et il mélange en permanence, d'ailleurs on l'a vu là avec Castaner, qui mélange en permanence immigration et laïcité, qui mélange en permanence terrorisme et laïcité. Ils ne savent pas où ils habitent sur cette question-là. Faut-il interdire les listes communautaires aux municipales ? Je ne sais pas, c'est l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui, je vais pas suivre. Communautariste. Oui, mais je vais pas suivre. En fait, il y a une stratégie là de Macron derrière tout cela, c'est que finalement c'est une stratégie de regarder la politique. C'est Xavier Bertrand qui propose cela. Une entreprise. Donc il a fait une OPA, il a acheté des parts de marché. En 2017, il a acheté les voix du Parti socialiste. En 2019, celles de DLR. Et puis maintenant, il va vers le RN et vers les écolos. Et donc on ne va pas commenter chacune de ces OPA successives. Je vous pose la question là. Il s'agit pas de. Je vous pose la question, franchement. Il y a l'Union des démocrates musulmans, vous connaissez ? Le religieux en politique, de toute façon. Mais est-ce qu'il faut permettre à ces listes communautaristes d'être en lice pour, je sais pas, pour une mairie, pour. Je crois que c'est pas par la loi, en tout cas, qu'on résoudra le problème. C'est vraiment pas par la loi. Donc on les laisse. On les laisse. C'est la loi aujourd'hui. C'est la loi et je crois que si là où il faut réfléchir. Dans certains quartiers, hier, Gérald Darmanin nous disait que dans certains quartiers, ces listes atteignaient 40%. Mais réfléchissons à pourquoi nous en sommes là. Non, réfléchissons. Si à chaque fois on cherche à faire un interdit, en pratique, on se plante complètement. Ça marche en fait de pair. Il y a un ultralibéralisme sécuritaire qui avance. Et si à chaque fois on fait des lois comme cela, et finalement nous n'irons nulle part. On installe un duel entre Macron et l'extrême droite. Et comme on le sait, dans les duels, c'est pas toujours le même qui gagne à la fin. Donc je crois que nous avons aussi une responsabilité, nous les humanistes, pour porter un projet positif qui permettra de détendre ce degré de violence, détendre ce degré de tension qui existe un peu partout dans toutes les couches de la population. Alors dans votre ville, j'ai une autre question. Est-ce que le communautarisme progresse ? Franchement. Le communautarisme, on ne le voit pas progresser fondamentalement là. Je crois qu'il y a une vitalité associative à Grenoble, très riche, une capacité à se mélanger. Est-ce qu'il faut toujours avoir peur du communautarisme d'ailleurs ? Je pose là une question subsidiaire. Le regard, le communautarisme est dangereux dans le sens où tout d'un coup, c'est un peu ce que portait, que je critiquais chez Manuel Valls, c'est qu'il considère qu'une personne va être attachée à une seule communauté. Et du coup, ça a un caractère enfermant. Nous appartenons tous à différentes communautés. Je suis à la fois membre d'une communauté
culturelle, d'une communauté sportive, d'une communauté de quartier, d'une communauté peut-être spirituelle. Et nous sommes tous multi-appartenants. Et ce qui fait notre lien à la France, c'est que nous avons tous un lien unique à la France, tout en pouvant avoir plusieurs appartenances. Là où on nous réduit, que cela soit de l'extérieur, ceux qui, là, au gouvernement, disent « Pouf, si vous êtes barbu, il faut vous dénoncer les poulettes de Castaner la semaine dernière », ou ceux qui, dans l'islam politique, disent que finalement c'est ça qui va structurer toute votre vie, ceux-là sont dangereux, évidemment. Parce que nous sommes tous multi-appartenants et je crois qu'il faut continuer à porter cela, cette diversité qui fait de nous des femmes et des hommes. Est-ce qu'à Grenoble, dans certains quartiers, il y a des petites filles qui ne vont pas à l'école pour des raisons religieuses? Est-ce que ça existe? Pas que je sache, non. Non, ça n'existe pas. Pas que je sache. Bon. Est-ce que l'école d'Échirolles, l'école privée, comment s'appelle-t-elle? Philippe Grenier? C'est cela? Oui, j'ai oublié son nom. Oui. Est-ce que cette école salafiste est toujours ouverte? Oui. Non, je crois pas. Enfin, là, c'est pas dans ma commune, bon, donc excusez-moi, mais la rentrée a eu lieu. Ouais. La rentrée a eu lieu. C'est pas dans ma commune. Bon, est-ce que vous êtes favorable à l'interdiction de l'accompagnement scolaire par une mère portant le foulard ou le voile? À l'interdiction? Non. Non. Non, aujourd'hui, le cœur, nous sommes dans une logique d'éducation et je crois que c'est en cultivant nos valeurs, le partage, la curiosité que nous ferons avancer les choses et non pas en mettant des interdictions un petit peu partout. Bien. Interdiction du burkini. Dans la piscine de Grenoble. Le burkini, aujourd'hui, il est interdit par le règlement. Des gens ont enfreint le règlement, donc je les ai verbalisés. À Rennes, c'est permis. Oui, ça ne l'est pas à Grenoble, donc il y a eu infraction au règlement, j'ai verbalisé. Par contre, j'ai été sidéré de voir là aussi cette cacophonie du gouvernement. Sur cette question-là, on a entendu Édouard Philippe s'impliquer dans la question en mélangeant là aussi la laïcité qui relève aujourd'hui de la loi et de la loi nationale, du règlement qui doit se baser, lui, juste sur l'hygiène et la sécurité. Donc le règlement, rien que le règlement à Grenoble. Ben oui. Donc pas de burkini. La radicalisation dans les services publics, ça existe à Grenoble? C'est pas un enjeu majeur. Non, c'est pas un enjeu majeur. Oui ou non, est-ce que ça existe? En tout cas, on n'a pas eu là d'affaires. Vous avez eu des cas d'un agent municipal radicalisé? Une personne en 5 ans qui soit arrivée jusqu'à mes oreilles parce qu'il y a une procédure. Si un agent municipal refuse de serrer la main de femme, est-ce que vous le licenciez? D'abord, il est fonctionnaire, donc on ne va pas le licencier comme ça. Mais en pratique, ça n'arrive pas, donc on ne va pas faire des cas d'école. Je crois qu'il faut éviter de se faire des films. En fait, c'est une réalité parfois. Oui, mais notre prisme d'entrée dans la société est une prisme de mur. On s'inscrit là dans la logique que aujourd'hui porte Macron et qui a été portée par d'autres avant lui, en train d'essayer de mettre des murs entre, en l'occurrence, les musulmans et les autres. Vous dites quoi? Vous dites qu'Emmanuel Macron tient le discours du Rassemblement national aujourd'hui? Ah ben aujourd'hui, en tout cas, il en prend certains attributs de façon très claire, parce que après avoir fait une OPA sur la gauche, après avoir fait une OPA sur les LR, effectivement, il veut faire une OPA aujourd'hui sur le RN. Et puis, il va prendre quelques attributs des écolos pour faire une OPA chez les écolos. Je crois que ce discours-là est un discours malsain. D'abord, un regard de prise de part de marché, presque un regard politique qui n'est pas explicite. Il devait, soi-disant, s'exprimer sur la laïcité. Il devait réviser la loi de 1905. En tout cas, c'est ce qu'il avait dit. Tout ça, moi, personnellement, elle me va. C'est la séparation de l'Église et de l'État, c'est tout. D'ailleurs, elle ne parle pas de laïcité, cette loi de 1905. Il s'était engagé à faire tout ça. Finalement, il laisse un espèce de flou et un bordel généralisé au sein de son gouvernement, puisque là, on a la stéréo toutes les semaines. L'insécurité, vous n'en avez pas assez qu'on compare Grenoble à Chicago, parfois? Bon, j'ai retrouvé, vous savez, des articles de 2008 qui faisaient la première page de Libé. C'est comme ça. Et puis, vous voyez, Nantes cette année avec toutes ces fusillades, et puis partout, on a des meurtres. Oui, d'accord. Donc, évidemment. Ne la niez pas. Non, mais c'est une réalité. On a l'impression que, bon, tout se passe bien. C'est une réalité. Non, mais c'est par rapport à ces comparaisons. C'est l'outrance des comparaisons qui me fait sourire. La réalité du problème de sécurité et du problème de drogue à Grenoble, elle est réelle. Elle est réelle. Les problèmes de drogue. Bien sûr, les problèmes de drogue sont réels. D'abord, c'est réel dans notre jeunesse. Nous avons le record d'Europe de consommation de drogue chez les jeunes, ce qui est extrêmement inquiétant. Et notre politique aujourd'hui, qui est exclusivement répressive, finalement, elle
elle est en échec en matière de sécurité, puisqu'on le voit à Grenoble, et on mobilise toutes nos forces de police. Au lieu d'être une police au milieu des habitants, c'est une police finalement d'intervention uniquement, quasi exclusivement sur la drogue. Hein, et donc finalement ça ne sert pas à grand chose. On arrête des dealers le lendemain, même l'après-midi même, il y en a d'autres qui sont arrivés. C'est un échec en matière de santé publique. Vous demandez la vente libre du cannabis, hein, la oui, vente je demande organisée un débat, par l'État. effectivement une régulation du cannabis, parce que ça permettra de faire la prévention chez les jeunes. Donc régulation du cannabis, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'État s'occupe du marché. Voilà, ça veut dire effectivement une légalisation, comme ça a été fait dans de plus en plus d'États. Vous demandez la Et légalisation. aujourd'hui, notre politique ultra sécuritaire, la plus sécuritaire d'Europe, est en échec, puisque nous avons les plus mauvais chiffres d'Europe en matière de santé publique, en matière de sécurité, et également en matière de morale de notre police. Parce que quand on est policier, on est là dans un quartier sur des opérations, nous on a des quartiers juste à 100 mètres du commissariat, et que les habitants vous voient devant un dealer qui est assis, ou un chauffeur qui est assis et qui surveille, et que vous ne faites rien parce que vous ne pouvez rien faire, ou vous faites une intervention mais 2 heures plus tard il y en a un autre, ça relève le signal d'impuissance que vous portez est terrible. Donc nous mettons notre police en situation d'échec, un échec qui est violent pour eux et qui en plus ne sert pas l'immense majorité de nos concitoyens, parce que nous on a envie de voir des policiers au milieu de la population qui soient là pour réguler. C'est aussi le sens, la régulation et la répression. C'est la doctrine de Chevènement dans la police de proximité, la répression là où tout le reste a échoué. Ça veut dire qu'il faut faire aussi tout le reste, et que la police à l'époque était là aussi pour faire tout le reste. Vous allez armer votre police municipale? Non, on les a, ça dépend ce que vous appelez armée. Oui, armé comme un policier national. Voilà, donc ils sont, on les a équipés de pistolets à impulsion électrique, parce que pour leur mission, et notamment la nuit, ça peut être intéressant. Donc on les équipe, on leur donne des conditions de travail, des moyens d'entraînement. Ils ont des caméras piétons. On a attendu longtemps les décrets du gouvernement pour qu'ils puissent utiliser ces caméras piétons pour la régulation. Et donc on met en place des outils qui correspondent. Plus de vidéosurveillance, vidéosurveillance. La vidéosurveillance, elle montre son intérêt dans les transports en commun, dans les lieux fermés. Donc nous en mettons dans les lieux fermés, dans les transports en commun. Sur l'espace public, elle n'a pas montré son efficacité, à part pour la verbalisation des voitures. Et donc, effectivement, peut-être que... Parce que vous voulez moins de voitures dans Grenoble, toujours moins de voitures. On va avoir, toutes les grandes villes sont confrontées. On a lancé à Grenoble la plus grande zone à faible émission de France pour lutter contre la pollution. Il y a déjà 10 communes, il y en aura 28 bientôt. Si nous ne pouvons pas contrôler ces entrées avec de la vidéo-verbalisation, là, ça sert à quelque chose. Et donc, nous sommes, à Grenoble, mais avec 14 autres métropoles qui sont lancées dans ce projet-là, nous demandons effectivement à pouvoir Comment allez-vous faire, justement, comment allez-vous faire pour réduire le nombre de voitures à l'intérieur du centre de Grenoble dans les années qui viennent? Quel est le programme? Ça se fait en fait assez naturellement. Évidemment, on reprend l'espace public pour élargir les trottoirs, faire des lignes chrono-vélo, donc des espaces pour que les vélos puissent se déplacer facilement, pour les transports en commun aussi, pour l'autopartage, pour faciliter aussi la vie des artisans ou des taxis. Et puis après, en fait, c'est chacun. Ce qui est important, c'est qu'il y a une dimension de liberté. En politique de mobilité, on regarde le pouvoir d'achat. On a mis en place des tarifs sociaux pour que... Gratuité dans les transports en commun, vous êtes favorable à la gratuité? Je pense qu'on y arrivera à terme, à long terme. Vous allez le proposer pour votre prochaine mandature? Il y a le réseau de transport de Grenoble est extrêmement développé, c'est plus de 30 millions d'euros. Donc on attend une étude là qui montre quels impacts et quel potentiel de financement. Donc, peut-être. Donc en tout cas, le sujet est sur la table à coup sûr. Mais on regarde. Vous répondrez avant mars, évidemment. Oui, bien sûr. Vous ferez la proposition avant mars. Donc je vous dis ça parce que d'autres villes moins importantes que Grenoble ont mis en place la gratuité, ça fonctionne. Dunkerque, par exemple. Je pense à Dunkerque. Avec des recettes passagers qui étaient à 4 millions, nous c'est 35 millions parce que les transports en commun sont extrêmement développés. C'est pas pareil. Et puis je voulais revenir sur le fait que les changements de mobilité, en fait, c'est lié à qu'est-ce qui est cool et qu'est-ce qui est ringard. Vous vous déplacez tant que vous êtes content à écouter BFM dans votre voiture pendant 1 heure dans les bouchons, finalement vous continuez. Le jour où vous trouvez ça plus cool de pouvoir lire dans un RER grenoblois que l'on pousse aujourd'hui, ou que vous trouvez ça plus cool de faire de l'autopartage, ou que vous trouvez ça plus cool de faire du vélo, même si c'est 20 bornes, comme c'est fait en Allemagne, et à ce moment-là, vous redéfinissez votre mobilité. Et aujourd'hui, l'explosion de la pratique du vélo à Grenoble, l'explosion de l'autopartage. Moi, j'ai plus de voiture depuis 4 ans. Maintenant, j'utilise des voitures de copains pour les petits trajets. Même pas de voiture de fonction, fini. Si, on a une voiture pour la mairie. Et le reste, j'ai des voitures en autopartage que je prends quand j'en ai besoin avec ma famille. Et donc, ces questions-là, en fait, c'est ça qui fait redéfinir la mobilité. Qu'est-ce qui est cool et qu'est-ce qui est ringard? Moi, quand j'avais 18 ans, ce qui était cool, c'était d'avoir une voiture pour pouvoir emmener ses copains
en montagne. Maintenant, ce qui est cool quand on a 18 ans, c'est finalement d'avoir une palette de solutions de mobilité et pas forcément de voiture, mais que la liberté. C'est pour ça que les villes réveillent l'espoir. Les villes, effectivement, réveillent l'espoir parce qu'elles permettent de dépasser toute cette. Les États, ils jouent sur les peurs aujourd'hui où ils sont paralysés. Et donc, on voit que l'action qui bouge. Il y avait le sommet des grandes villes à Copenhague ces jours-ci. Les endroits où ça bouge, parce que les endroits où c'est concret sur la transition énergétique, sur la mobilité, sur la santé, sur l'alimentation, c'est dans les villes. Nous, en 2022, nous produirons l'équivalent des consommations des grenobloises et des grenoblois en énergie 100% verte, ni fossile ni nucléaire. Vous savez qu'on n'est pas avec Enedis à Grenoble, on a une entreprise, un bien commun, gaz et électricité de Grenoble, qui va produire en 2022 l'équivalent de la consommation électrique des grenobloises et des grenoblois en énergie verte, ni fossile. Première ville de France ? Ça sera première grande ville de France. Ça sera effectivement une première. Merci Éric Piolle d'être venu nous voir. Grandir ensemble, les villes réveillent l'espoir. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Il est 8h54 RMC et BFM TV.